Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, désolé pour ce petit bug, mais bon, je pense qu'on va réussir à s'en sortir. On va commencer tout de suite la présentation. Donc, moi, je suis le docteur Paul-Émile Labeyrie. Bonsoir, je suis Benoît Madère, radiologue vasculaire. Donc, on est une équipe de radiologie interventionnelle vasculaire, plusieurs membres. On est deux aujourd'hui pour vous parler des varices pelviennes, qui sont un sujet assez intéressant et complexe. Donc, la thématique de notre... Je vais laisser Benoît reprendre un peu son souffle parce qu'il sort à l'instant du blog, donc il va boire un petit verre d'eau, puis il parlera quand il voudra, quand il aura pris son souffle. Donc, le but, le titre de ce webinaire, c'est varices pelviennes et congestion veineuse pelvienne, l'efficacité de la prise en charge endovasculaire. Donc, les varices pelviennes, la congestion veineuse pelvienne, c'est quelque chose dont tout le monde a déjà entendu parler, mais c'est assez polymorphe, c'est assez complexe. C'est une pathologie qui est transversale, qui touche beaucoup de spécialités, l'urologie, la gynécologie, les sages-femmes, les chirurgiens vasculaires. C'est très souvent négligé, méconnu, non diagnostiqué, alors que ça peut avoir un impact fonctionnel majeur et ça provoque une grande errance médicale chez les patients. D'un point de vue de pathologie, c'est un réseau infiltrant de varices pelviennes qui sont très fréquemment observés, aussi bien chez les multipares, ça c'est connu, mais aussi chez les unipares et parfois chez les hommes. Nous, on présente le traitement endovasculaire qui est le seul, en tout cas efficace et sûr, mais par contre qui est très exigeant. Pour faire, donc, je vais utiliser ce petit plan-là, donc on va voir très rapidement. La physiopathologie, l'impact fonctionnel, le diagnostic et la phlébo, le principe de la prise en charge endovasculaire, les avantages et les spécificités donc, de notre stratégie, nous 100% résorbable, et puis l'intérêt du réseau de soins experts, ce qu'on appelle le réseau Amnica-Grena. Donc la physiopathologie, les dérèglements hémodynamiques abdominopelviens, c'est comme ça plutôt qu'il faudra appeler la pathologie. Il y a deux principaux systèmes de collecteurs veineux pelviens, le système ovarien et le système iliaque interne. Le système ovarien, c'est les deux veines ovariennes droite et gauche, inconstamment valvulées, qui se terminent dans la veine rénale et dans la veine cave inférieure, et qui drainent en gros les ovaires, l'utérus et les veines des ligaments larges. Et puis il y a les systèmes iliaques internes, donc à droite et à gauche, qui naissent de plexus veineux alvéolés et interconnectés. C'est un réseau très dense et complexe, comme vous pouvez le voir à l'image, et qui drainent soit les afférents pariétaux, donc les veines glutéales des fesses obturatrices, du trou obturateur ou les veines pudendales médiales, ou les afférents viscéraux, c'est-à-dire la vessie, les veines utérines inférieures et les veines rectales moyennes. Alors, une veine, c'est une structure vasculaire qui est très souple, multi-anastomosée, comme beaucoup le savent, avec un régime de vitesse bas, mais un régime de débit élevé. En fait, il y a exactement le même sang dans une artère que dans une veine, puisque c'est en continuité directe. Par contre, les vitesses sont plus bas. Donc, il y a beaucoup plus de surface dans le système veineux que dans le système artériel. L'hémodynamique veineuse, c'est des flux qui sont de basse pression et qui sont très inductibles au phénomène de pression. Et le retour veineux vers le cœur droit est facilement diminué ou aboli. Parfois, il suffit de mouvement respiratoire, mais ça peut être lié à autre chose. Donc, un exemple que tout le monde connaît, pour diminuer le retour veineux d'une manière mécanique, on met un garrot sur le bras, ça diminue le retour veineux des veines qui se mettent à grossir, à devenir plus dures pour augmenter la pression, et c'est ce qui nous permet de faire des ponctions. Alors, en ce qui concerne la pathologie veineuse pelvienne, ça peut être la grossesse, mais ce n'est pas que, ça peut être aussi des compressions, des anomalies anatomiques qui gênent au retour veineux. Le but de cette slide, c'est de vous montrer que quand on abolit le retour veineux, la pression augmente, la vitesse diminue et le sang stagne, et ça provoque une déformation, une dilatation, une perte de parallélisme des veines qui modifie leur paroi. Et du fait des pertes de ce parallélisme et une destruction des valvulations, ça provoque des reflux. Ces reflux sont un phénomène de cercle vicieux qui va continuer à dégrader et à agresser la paroi des veines. Si on voit la veine normale, un schéma de veine normale à gauche, à droite, on verra que quand le rayon augmente, la résistance diminue, les valvules s'écartent,
et ça provoque une destruction en fait, de la veine, avec une aggravation spontanée, puisque la pression va augmenter, le sang va stagner, la pression va augmenter, la veine va se dilater, et ça va devenir de plus en plus grave. Ce qui est très important de comprendre là-dedans, c'est l'extension territoriale. C'est-à-dire qu'une veine malade à un endroit va transmettre son excès de pression vers une autre veine qui peut être saine et qui va se dégrader à son tour. Donc, c'est vraiment l'extension territoriale qui est très importante à reconnaître dans le principe des varices pelviennes. Alors, quand on est sur un réseau pelvipérinéal multi-interconnecté, avec de très nombreuses veines plexiques, vous imaginez bien que si vous avez un excès de pression, par exemple dans la veine ovarienne gauche, ça va se retransmettre aux veines de l'utérus, aux veines utérovaginales, aux veines iliaques internes, et ainsi de suite. C'est ça qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a un phénomène d'aggravation territoriale très important dans ces phénomènes physiopathologiques. Et si au départ on part d'un primum movens qui est un reflux réno-ovarique gauche assez classique, celui-ci peut s'étendre contralatéralement via les veines arcu-utérines et provoquer des varicosités latéro-utérines droites. Il peut s'étendre via les anastomoses utéropudendales vers le vagin et également vers les grandes lèvres et vers la racine des organes génitaux. Et puis ensuite, il s'étend naturellement, une fois que le sang est trappé à l'intérieur du bassin, vers les points de communication saphéno-pelviens, vers les veines des jambes, vers les veines superficielles, voire vers les veines profondes des jambes. Donc, c'est une extension polymorphe, multiple et variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir une extension que à droite, que au niveau des membres inférieurs. C'est très variable, ça provoque la variabilité des symptômes. Ça, c'est la photo de face, mais de profil, c'est exactement la même chose. Vous avez une extension depuis l'utérus vers le rectum ou vers la vessie et vers les veines antérieures ou postérieures des jambes. Donc, quels sont les facteurs favorisants de ces troubles hémodynamiques pelviens? Alors, il y a un terrain familial avec une hérédité variceuse qui est toujours retrouvée. Il y a plusieurs gènes qui ont été identifiés. Il y a des facteurs endocriniens, donc la dépendance œstrogène-progestérone, qui entraîne donc l'hyperœstrogénémie avec l'apparition d'œdème, une augmentation de la perméabilité capillaire. Donc, il y a forcément des causes qui ne sont pas que hémodynamiques. Il y a les grossesses, ça, tout le monde le sait, c'est l'insuffisance veineuse acquise. Donc, la dilatation des veines pelviennes sont tout à fait normales pendant la grossesse parce que l'utérus draine beaucoup de sang. Elles doivent récupérer normalement dans un temps d'à peu près 6 mois après l'accouchement. Mais il peut y avoir des persistances de ces dilatations et c'est à ce moment-là que ça devient pathologique. C'est une détérioration, ces dilatations, c'est ce qu'on a dit, c'est une détérioration de la qualité de la paroi veineuse dans le postpartum. Il y a d'autres types de facteurs favorisants, c'est que ce qu'il y a c'est les insuffisances aussi au niveau veineuse du membre inférieur, c'est que le lien est prouvé entre les varices pelviennes et les varices des membres inférieurs, qui sont généralement corrélés au niveau du nombre de grossesses. Il y a des facteurs hormonaux, il y a des facteurs mécaniques, donc la compression de l'utérus vide, l'augmentation de la lordose lombaire qui va comprimer de manière positionnelle la veine rénale gauche, et puis les facteurs hémodynamiques, donc les modifications très importantes du flux. Je passe rapidement là-dessus. Donc, les facteurs liés à la grossesse, mais il n'y a pas que ça, parce que ces pathologies-là sont aussi présentes chez les nullipares. Donc, il y a aussi des troubles du flux rénocave et des flux rénovariques. C'est ce qui va nous faire identifier des congestions veineuses pelviennes et des varices pelviennes chez des nulligestes. Celles-ci sont très mal diagnostiquées parce que c'est des femmes à qui on dit vous n'avez pas eu de grossesse, vous n'avez pas de varices, c'est pas possible. Il y a un obstacle à l'écoulement souvent direct du flux réno-cave gauche qui provoque des reflux dans les veines ovariennes, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi des variantes anatomiques. C'est des pathologies qui sont assez compliquées, qui demandent une expertise assez précise. Et qui peuvent s'accompagner ou non de congestion veineuse rénale. C'est dans cette catégorie de troubles du flux réno-cave qu'on trouve ce qu'on appelle le syndrome de Nutcracker, qui est très souvent diagnostiqué à excès ou par défaut. Donc là, c'est par exemple un exemple de Nutcracker où on voit sur un Doppler une compression de la veine rénale entre ces deux artères, la pincée orthomésentérique, ce qu'on voit ici au scanner, et ce qu'on observe ici à la phlébographie, c'est ce qu'on appelle un Nutcracker antérieur. Et c'est parfois plus compliqué que ça. Quand la veine rénale est, par variabilité anatomique, située entre
le corps vertébral et l'aorte, c'est ce qu'on appelle un nutcracker postérieur. Il peut y avoir des conditions mixtes, comme par exemple cette patiente qui a ce qu'on appelle une veine rénale circumaortique, c'est une variante anatomique, avec ici une veine rétro-aortique très comprimée, on voit l'empreinte de l'aorte ici, et une veine anté-aortique qui est très peu drainante. Donc, ces anomalies-là sont évidemment impliquées dans les troubles hémodynamiques abdominopelviens. Ça n'est pas nécessairement des nutcrackers. Les nutcrackers, c'est une mauvaise appellation. La même chose se produit au niveau iliocave. Donc, c'est pareil, c'est chez les nulligestes. Il y a un retentissement qui est souvent assez marqué au niveau des membres inférieurs et c'est un obstacle à l'écoulement du flux iliocave ou du flux iliaque. Tout le sang de la jambe est parfois trappé au niveau de la jonction entre la veine iliaque primitive gauche et la veine cave, et le sang de la jambe, donc de la veine iliaque externe, se draine par la veine iliaque interne, puis par le côté contralatéral, ce qu'on appelait avant le coquette ou ce qu'on appelle le May-Turner, et qui correspond encore une fois à des critères hémodynamiques et anatomiques extrêmement précis. Mais ce n'est pas que des compressions, ça peut être des variantes anatomiques défavorables. Au lieu d'avoir une veine, vous en avez deux. Elles sont plus petites, l'écoulement n'est pas pareil et ça provoque des stagnations. Ça, c'est un exemple de May-Turner. On voit que quand on injecte dans la veine fémorale commune, le sang, au lieu de monter directement au niveau cave, il passe par les plexus présacrés pour ressortir de l'autre côté par le membre contralatéral. Donc ça, évidemment, ça provoque des varices stagnées. Alors, la cause la plus connue et reconnue, c'est le reflux rénal-ovarique gauche. Dont on voit un exemple ici. Normalement, il y a une valvule au niveau de la veine ovarique gauche, mais on a vu que ce n'était pas toujours constant. Et le sang reflue directement du rein dans la veine ovarienne gauche et descend à l'étage sous-jacent au niveau de l'utérus en provoquant un volumineux paquet variceux latéro-utérin gauche et qui diffuse, comme je vous l'ai expliqué, le long des veines archéo-utérines vers le côté contralatéral qui sont éventuellement, la veine ovarienne droite peut être éventuellement drainante pour les deux côtés. C'est ce qu'on voit ici. On a une opacification en fait, de la veine ovarienne droite et on voit également une opacification de la veine iliaque commune qui est également drainante, mais en fait pour le rein. La veine iliaque commune droite est drainante pour le rein. Ça provoque donc ces énormes paquets variceux périutérins avec un engorgement des veines myométriales qui peuvent être extrêmement symptomatiques. Il y a des reflux rénovariques droits aussi. Ils sont rarement isolément impliqués, mais ils sont très souvent impliqués en corrélation avec le reflux rénovarique gauche. Pourquoi ? Parce que la veine ovarienne droite se drainant directement dans la veine cave inférieure, elle est moins souvent sujette à des compressions ou à des troubles du flux. Voilà, il faut bien étudier la veine ovarienne droite pour savoir si elle est drainante avant de la traiter. Ce reflux rénovarique droit, il peut être impliqué dans des varicosités pelvipérinéales très infiltrantes. Donc, on voit ici un stérilet, donc qui représente à peu près l'utérus. Ces varicosités, donc dès qu'on injecte la veine ovarienne droite, qui refluent jusqu'aux organes génitaux. Donc, ce n'est pas forcément négligeable. Les reflux iliaques internes, ils sont toujours impliqués, ils sont quasiment toujours impliqués dans les symptômes. Il y a énormément d'interconnexions et c'est une étape obligatoire des flux pelviennes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un reflux directement de la veine ovarienne à la jambe ou au vagin. Il y a forcément l'implication des veines du réseau iliaque interne, les veines pudendales médiales, le rameau génital, la veine obturatrice interne ou la veine utérine inférieure qui sont, elles, connectées à la veine iliaque interne droite et à la veine iliaque interne gauche. Donc là, on injecte des fois, c'est elle-même qui représente la totalité des varices. On passe ici le cathéter par la veine iliaque interne, on injecte et ça prend tout le paquet variceux latéro-utérin chez cette patiente. Vous voyez, chez cette patiente, pareil, on injecte une veine pudendale médiale. Vous voyez tout ce que vous avez noir là, en phlébographie, c'est un énorme amas variceux obturateur, pudendal externe, pudendal médian, du plexus de Santorini, vulvaire, périclitoridien. Ça, c'est tout ça alimenté par une petite veine pudendale médiane. L'extension des varices, donc je vous ai expliqué l'extension des varices, c'est très important, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'étude de la pathologie. Ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on va du haut vers le bas. Ici, entre cette image et cette image, il se passe juste quelques secondes où on voit que quand on injecte la veine ovarienne gauche, il y a une extension ovariste qui descend via les anastomoses utéropudentales et qui engorge la totalité de la vulve chez cette patiente et la racine interne des deux cuisses. Ça peut amener à des paquets variceux là, sur un casque d'embolisation que vous voyez à gauche qui est très important. Et encore, ce n'est pas notre corps. Ça, c'est des patientes qui ont été embolisées. Voilà.
Quand on le voit ici à la face postérieure, c'est un scanner. Tout ce que vous voyez en gris clair, c'est de l'agent contraste qui met en évidence un paquet variceux très important. Alors, au niveau vulvaire, et là, je m'adresse surtout aux sages-femmes, aux gynécologues, aux urologues, tous ces gens qui examinent au niveau vulvaire, parce que c'est souvent vers vous qu'elles vont se plaindre. Ces extensions des varices pelvipérinéales s'expriment aussi beaucoup au niveau vulvaire, avec un engorgement vulvaire, des gonflements vulvaires, et qui sont responsables d'un handicap fonctionnel très important. Ici, c'est très marqué, mais ça peut être beaucoup plus fruste avec ici quelques dilatations vulvaires, très généralement à la jonction entre les grandes lèvres et les petites lèvres. Ça, c'est des patientes qui ont indiscutablement des varices vulvaires, des varices latéro-utérines, des varices génitales. On ne peut pas voir ça de manière isolée, sauf cas très rare, mais il y a forcément quelque chose qui se passe en haut. Également au niveau postérieur, donc ça ici, alors je ne sais pas ceux qui connaissent un peu, je ne sais pas s'il y a des viscéraux, des proctologues ici dans l'assemblée, mais ça c'est une hémorroïde en fait, qui est injectée par la veine rectale moyenne et qu'on voit, c'est exactement une hémorroïde interne qui est injectée. Là c'est pareil, on voit une communication directe, cette pauvre dame, elle a un réseau variceux vulvaire très important, hyper handicapant, avec cette espèce de grosse veine qui fait saillie à l'intérieur de la vulve et à l'entrée du vagin, qui provoque un handicap fonctionnel majeur. Elle ne peut pas avoir de rapport, cette patiente, c'est extrêmement douloureux. Les fuites peuvent être aussi dirigées vers les jambes. Ici, une fuite obturatrice interne qui va vers une crosse saphène, ou de l'autre côté, tout ce gros paquet variceux obturateur qui fuit vers les varices des jambes. Alors, maintenant qu'on a fait le premier morceau qui était le plus indigeste, mais c'était très important en fait, parce que si vous comprenez la physiopathologie, vous comprenez les symptômes, vous comprenez les impacts fonctionnels, vous comprenez les traitements. C'est-à-dire que le plus important, c'est de comprendre comment est-ce que ça se passe, les varices pelviennes. Alors, les varices pelviennes, c'est très fréquent. Il y a 33 à 70% chez les femmes multipares. Elles peuvent être ou non symptomatiques. Ça peut donner un impact fonctionnel qui peut être majeur. Il y a de nombreuses manifestations polymorphes qui rendent leur diagnostic un peu malaisé, au premier plan duquel on retrouve le syndrome de congestion veineuse pelvienne, que tout le monde connaît, et les varices des membres inférieurs d'origine pelvienne. Ça, c'est les deux pattes les plus connues et importantes de la pathologie. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi le syndrome post-coïtal, le syndrome irritatif vésical, les syndromes associés, le nutcracker, le Metternich, les syndromes de vol ovarien, les hémorroïdes, la congestion veineuse rénale qui peut entraîner des hématuries et les troubles neurovasculaires. Donc, c'est beaucoup plus polymorphe que les trucs qu'on lit sur les sites un peu généralistes. Et il y a peut-être aussi, pas que ça, mais il y a des interrogations sur lesquelles on est en train de faire des études pour voir par rapport à la fécondité. Est-ce que les varices pelviennes ont un impact sur la fécondité? Je vous ai montré une varice infiltrante myométriale chez une patiente. Est-ce que c'est possible pour elle d'avoir des enfants? Est-ce qu'elle ne va pas être sujette à faire des fausses couches spontanées? On a beaucoup de fausses couches spontanées chez nos patientes après la première grossesse, plein de fausses couches. Donc voilà, pour l'instant, on n'en a pas la preuve scientifique, mais on cherche parce qu'il y a possiblement un lien. En tout cas, il faut l'éliminer. Les hémorragies de la délivrance, c'est pareil. Quand on accouche et qu'on a un réseau de drainage variceux hyper important, on peut être amené à faire des hémorragies de la délivrance. Ça, c'est des choses qui doivent être prouvées et qui sont pour l'instant méconnues. Et la congestion veineuse médulaire aussi, c'est des patientes qui ont des douleurs des membres inférieurs intarissables, qui n'ont pas de sciatique, qui n'ont pas de problème médulaire, mais qui ont une congestion veineuse sur probablement des nutcrackers ou des engorgements veineux médulaires liés à des varices pelvipérinéales. Donc, tous ces symptômes-là dont on a parlé, ils sont isolés ou combinés. Et il y a une grande variabilité. On peut avoir une congestion veineuse pelvienne et un syndrome post-coïtal. On peut avoir des varices des membres inférieurs sans syndrome de congestion pelvienne et des hémorroïdes. On peut avoir tous les signes. Je veux dire, il ne faut pas s'arrêter à exclure une patiente du diagnostic si jamais il lui manque une congestion veineuse pelvienne ou des varices des membres inférieurs ou parce qu'elle n'est pas multipare. Il ne faut surtout pas faire ça. Le maître mot des symptômes étant la douleur. C'est une douleur liée à la congestion veineuse pelvienne qui est souvent profonde, sourde, paroxystique. Ce n'est pas forcément une douleur, ça peut être une pesanteur, un inconfort, excusez-moi, je remets la diapo, des crampes ou des brûlures. Chaque femme l'exprime de sa manière. Cette intensité, elle est discontinue, mais il peut y avoir des crises paroxystiques avec des EVA entre 6 et 8 chez les patients qui vont parfois jusqu'à des prises d'antalgiques de palier 3.
Son rythme, il est intermittent ou permanent. Il est très souvent chronique, souvent en fin de journée et en période pré- ou permenstruelle. C'est logique, c'est le moment où la muqueuse de l'utérus est la plus gonflée, les veines sont les plus gonflées et c'est le moment où ça fait le plus mal. La localisation de ces douleurs, elle est souvent multiple, polymorphe, donc ça on l'a vu, c'est par rapport à la physiopathologie, à l'extension des varices. On peut avoir des irradiations aux organes génitaux à l'anus, on peut avoir des douleurs au niveau du flanc gauche, on peut avoir des douleurs abdominopelviennes, on peut avoir des douleurs vésicales. En fait, c'est hyper polymorphe, ça dépendra de où sont situées les varices et où elles partent. Elles sont, les facteurs favorisants, elles sont favorisées par les efforts de poussée, donc typiquement l'exonération, les gens qui jouent de la trompette, les valsalva, ou les efforts de portée, des femmes qui nous disent « je ne peux plus porter mes enfants ». Surtout quand on a des enfants en bas âge, c'est émotionnellement très handicapant. Et bien sûr, les rapports sexuels, la stimulation d'un vagin qui est entouré de grosses veines variqueuses stagnantes va faire très mal. Quelques exemples d'infiltration pelvienne. Ici, vous voyez sur une veine pudendale médiale avec une infiltration variqueuse vaginale très importante chez une patiente qui ne peut pas avoir de rapport sexuel de qualité. Ici, un exemple un petit peu plus frustre, mais qui est tout de même très significatif. Alors, l'autre pilier connu, alors là, on s'adresse beaucoup aux chirurgiens vasculaires qui les voient, qui en voient beaucoup, aux angiologues qui sont parmi nous, c'est les varices des membres inférieurs d'origine pelvienne. Il y a une relation fonctionnelle évidente entre le réseau pelvien et le réseau veineux des membres inférieurs. Il y a des anastomoses en fait entre les veines des jambes et les veines du pelvis, mais qui normalement circulent vers le pelvis. Elles sont considérées comme des points de fuite quand elles circulent en sens inverse, c'est ce qu'on appelle des reflux, et donc elles déchargent du sang veineux du bassin vers les jambes. Et elles ont un retentissement fonctionnel très important sur les veines des membres inférieurs. Voici quelques exemples de fuites. On ne peut pas concevoir que quand on a des fuites pelviennes, donc là, c'est que des veines génitales ou des veines pelviennes qui ont été injectées. On ne peut pas concevoir qu'on n'a pas de retentissement sur la vascularisation des membres inférieurs quand on a des fuites massives aussi importantes. Tout ce que vous voyez en noir là, c'est des veines malades. Ce n'est pas des veines normales et qui refluent. On injecte le bassin, ça va dans les jambes. C'est de la maladie. Ici, une image que je vous ai déjà montée, il y a une communication directe entre une varice vulvo-génitale et la varice de la cuisse. Il y a une communication directe en fait entre ces varices pelviennes et les varices des jambes. Alors, quand est-ce qu'on peut les suspecter, ces varices d'origine pelvienne? Quand il n'y a pas de spécificité de ces varices au niveau des membres inférieurs. Par contre, quand elles récidivent après des phlévectomies, quand elles sont apparues ou qu'elles stagnent après des grossesses, quand elles sont connectées, surtout ce qui est très important, c'est quand elles sont connectées au pli fessier, soit au niveau de l'aine en antérieur, soit au niveau du pli fessier postérieur. Ça, c'est très évocateur de varices vulvaires. C'est ce que vous voyez ici en bas à droite de l'écran, ce réseau variqueux qui remonte et qui rentre dans le slip. Quand Benoît examine ces malades, on voit que ces varices, des fois, elles communiquent directement, on les voit communiquer par rapport au niveau vulvaire. C'est les points de fuite pelviens dont on a parlé. Qui peuvent être multiples, alors il y en a plein, ça c'est assez compliqué parce qu'elles correspondent à toutes les structures anatomiques de toutes ces veines, les veines pudendales médiales, les veines obturatrices, les veines utérines inférieures, les veines clitoridiennes, les veines glutéales inférieures, les veines glutéales supérieures. Toutes ces veines-là sont explorées extrêmement bien. Nous, on le fait de manière phlébographique, mais surtout les angiologues, les échodopléristes qui connaissent très bien ça. Michel Dadon, qui est un de nos collaborateurs qui est un des meilleurs mondiaux, et qui décrivent ces points de fuite et qui nous renseignent dessus, donc pour expliquer comment est-ce que ça passe du bassin au niveau des jambes. Alors, les signes fonctionnels associés sont hyper importants entre la pesanteur pelvienne et les varices des jambes. Parce que la pesanteur pelvienne, après tout, ça peut être supportable. Les varices des jambes, si les jambes ne sont pas trop abîmées, ça peut être aussi supportable. Mais les autres symptômes qui sont associés sont parfois hyper handicapants. Le syndrome post-coïtal, c'est des douleurs per et surtout post-rapport qui sont souvent vaginales et qui radient à la face interne des cuisses, qui peuvent être prolongées pendant quelques jours. C'est des patients qui nous disent « j'ai eu un rapport,
Le soir, j'avais mal et pendant 2 jours, j'ai mal. Ça entraîne des baisses de la libido. Ça entraîne des baisses de la libido et parfois un handicap socio-relationnel très important. Il y a un retentissement psychologique majeur aussi, vous imaginez bien. Le syndrome irritatif vésical, souvent les urologues appellent ça les cystites interstitielles, c'est des signes qui sont très handicapants. C'est une polyurie, de l'impériosité, des gènes et des brûlures, des patientes qui, on leur dit tout le temps, vous avez une cystite, elles prennent des antibiotiques, elles font des bandelettes urinaires, elles font des ESTBU, il n'y a jamais de germe. Et ça provoque aussi un handicap social quand vous êtes obligé d'aller aux toilettes une quinzaine de fois par jour, c'est très important. Il y a des patientes qui viennent nous voir que pour ça. Elles ont des varices périvésicales, elles n'ont que ça. Donc, il ne faut surtout pas le négliger. Les hémorroïdes, c'est pareil, c'est méconnu. Tout le monde pense que les hémorroïdes sont uniquement liés à des troubles artériels. Ce n'est pas vrai. Les hémorroïdes sont liés aussi à de la congestion veineuse pelvienne qui se manifeste au niveau postérieur, au niveau des veines rectales moyennes qui sont interconnectées directement avec les veines pudendales médiales. Donc, si on a une hyperpression au niveau des veines pudendales médiales, on peut avoir des hémorroïdes. Moi, systématiquement, pendant nos consultations, on demande aux patientes ou aux patients, est-ce que vous avez des hémorroïdes? Elles nous disent tout le temps non. Quand on les examine, on dit « Ah, vous avez des hémorroïdes ?» Elle dit « Ah oui, c'est vrai, ça m'arrive, j'ai du sang sur le papier. » Mais c'est quelque chose qui est méconnu, mais qui est hyper fréquent chez les patients chroniques. Les syndromes associés, donc le nutcracker, le Metternich, je vais passer très rapidement dessus, mais c'est des syndromes associés qui peuvent entraîner des douleurs, des amaigrissements, des douleurs digestives, des diarrhées, de l'hématurie. Donc, c'est des choses qui sont associées aussi aux varices pelviennes et qu'il va falloir creuser en consultation quand on est spécialisé. Les troubles neurovasculaires, ça c'est un peu plus rare, mais ça existe aussi. C'est les veines cheminant à côté des nerfs. Quand une veine est gonflée, turgescente et sous pression, elle écrase le nerf et elle provoque des douleurs nerveuses radiculaires. C'est souvent des symptômes qui sont au premier plan en fait, de la plainte du patient ou de la patiente et qui vient nous voir quasiment pour ça après une longue errance médicale, 250 EMG, 3 IRM, où on a dit il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est le diagnostic différentiel des neuroendométrioses et quand on les traite, généralement, c'est spectaculaire. Cette jeune femme est chef d'orchestre, elle est trompettiste, donc elle fait tout le temps des valsalva, elle a une varice avec une petite malformation veineuse pure, une petite varice veineuse pure autour du nerf sciatique. Et elle a une sciatique intarissable depuis des années, errance médicale. Elle a vu un gynécologue qui a fait une cellule exploratrice, qui a vu effectivement des veines un petit peu bizarres, ici il y a un petit clip, qui ont été cautérisées, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Et la patiente est venue nous voir, on l'a opérée, elle n'avait plus de douleur. Un autre exemple ici, une patiente de Benoît, vous comprenez quand on injecte ici une veine obturatrice, une veine glutéale inférieure, qu'on voit ce lacis veineux qui court en périphérie du nerf sciatique, vous comprenez bien que cette patiente, d'ailleurs nous quand on les opère, on les prévient, on leur dit voilà, on va vous opérer, vous avez une fuite, vous pouvez avoir une sciatique pendant quelques jours, c'est normal parce qu'on est juste à côté du nerf. Donc voilà les troubles neurovasculaires, il faut y penser aussi. Une fois qu'on a parlé de la physiopathologie, qu'on a parlé du retentissement fonctionnel qui sont la base un peu de cette maladie, il faut parler du diagnostic et de l'évaluation phlémographique. Donc le diagnostic positif, du retentissement fonctionnel des varices pelviennes, c'est un faisceau d'arguments. Il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle, il n'y a pas de score, il n'y a pas de consensus. C'est la corrélation de toutes les choses dont on a parlé. Et il faut que ce soit congruent, il faut que ça aille dans le même sens. Un syndrome de congestion veineuse pelvienne, qui peut être typique ou non atypique, un syndrome post-coïtal, un syndrome irritatif vésical, des syndromes associés, des hémorroïdes, des troubles neurovasculaires, des varices inférieures, tout ça, c'est les signes qui peuvent être combinés. Nous, dans notre pratique clinique, le plus on a de signes typiques, le plus on est sûr qu'il y a un retentissement fonctionnel majeur et qu'on a des varices pelviennes. On n'a même pas besoin de faire d'examen d'imagerie. Des fois, on sait ce qu'on va trouver. Dans notre expérience, alors ce n'est pas prouvé encore scientifiquement, mais quand on a plus strictement supérieur à 2 de ces signes qu'on vient de décrire, la spécificité d'avoir une varicose pelvienne infiltrante, elle est proche de 100%. C'est rarissime qu'on a une patiente qui ait plus de 2 de ces items-là, qu'on a 3, on va dire 3 ou plus, et qui n'en est pas. C'est rarissime.
Il ne faut pas négliger les nulligestes, il ne faut pas négliger les ménopausées, il ne faut pas négliger les femmes hystérectomisées. Cette image-là, ces varicosités pelviennes-là, c'est chez une femme qui a eu une ovariectomie, donc qui n'a plus de veine ovarienne gauche. Elle a pourtant ce paquet variceux infiltrant extrêmement désagréable au niveau vulvaire et qui fuit vers les jambes. Ce paquet variceux-là et celui-là sont chez une femme qui est nulligeste. Cette femme n'a jamais eu de grossesse, ni même de début de grossesse. Elle est nulligeste et pourtant elle a des varices extrêmement handicapantes. Le diagnostic positif des varices pelviennes, donc de l'entité varice pelvienne, donc qu'est-ce que, quand on voit des veines malades, c'est un diagnostic qui est morphologique, en fait, c'est-à-dire la perte de parallélisme et la dilatation des veines. C'est un diagnostic qui est multimodalité. C'est pas si facile parfois parce que ça peut être positionnel, il peut faire des valsalva, il y a certaines séquences mal injectées au scanner ou des séquences d'IRM qui ne les voient pas. C'est très rarement recherché, les radiologues ne s'en occupent pas parce qu'ils ne connaissent pas ou que ça ne les intéresse pas, ou que c'est tout simplement que ce n'est pas demandé. C'est très souvent négligé, on n'en parle pas, alors que c'est fréquent. Ça, c'est un impact ça implique une formation en fait très importante des praticiens dans la reconnaissance et la détection de ces anomalies. Le diagnostic positif, il est plus ou moins sensible, mais par contre, il est très spécifique. C'est-à-dire qu'on peut ne pas voir des varices chez une patiente qui en a. Par contre, quand on en voit, c'est que ça peut très difficilement être autre chose. Il y a pas c'est très rare d'avoir une tumeur vasculaire qui mime une varice pelvienne. Par contre, il y a des localisations qui peuvent être très difficiles et elles doivent être indiscutablement corrélées au retentissement fonctionnel. Alors, ça remonte un peu dans les tours, mais c'est très important. Elles peuvent être absentes en apparence, ces varices pelviennes, chez une patiente qui a un authentique syndrome de congestion veineuse pelvienne, dans les formes débutantes. C'est-à-dire que la patiente, elle a de la tension qui augmente énormément, elle a de la pression dans ses veines, mais les veines n'ont pas eu le temps de se déformer. Souvent, c'est des jeunes femmes de 16, 18, 20 ans qui ont un nutcracker, qui ont un May-Turner et qui ont un syndrome de vol ovarien et qui n'ont pas eu le temps de développer les varices et les veines font très mal, mais elles sont en apparence subnormales ou un tout petit peu dilatées. On fait un scanner, on fait un écho, on fait une IRM, vous ne voyez rien. On les prend à la phlébo, on arrivera toujours à les démasquer parce qu'on est plus sensible. Ne négligez pas le fait de ne pas voir nécessairement des varices pelviennes chez une patiente qui a un authentique trouble veineux pelvien. Alors, on peut les voir de manière macroscopique. Donc là, on voit ici tout ce lacis veineux très infiltrant. Donc ça m'est envoyé par une de mes correspondantes qui est gynécologue. Il y a plein de gynécologues qui font des cellio-exploratrices pour des douleurs, pour de l'endométriose, qui ne trouvent pas d'endométriose, mais qui ne disent pas qu'il y a des varices pelviennes ou qui ne s'y intéressent pas, alors que c'est hyper important de le noter. J'ai vu une patiente tout à l'heure en consultation qui m'a dit « En 2008, j'ai fait une cellio-exploratrice parce que j'avais mal, je n'avais pas d'endométriose, on m'a dit que j'avais des varices pelviennes, mais on m'a dit que c'était normal, qu'il ne fallait rien faire. » Ça fait 13 ans qu'elle souffre jusqu'à ce qu'elle arrive à moi ou à Benoît pour résoudre son problème. Là, la traduction morphologique qui est ici, c'est la même patiente, hein, donc on voit ici macroscopiquement et on voit ici le retentissement ici. Alors, le scanner, ça marche bien, mais quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait par quelqu'un qui sait faire, il faut bien injecter, il faut bien chercher, il faut faire des valsalva, il faut descendre jusqu'à mi-cuisse pour voir les varices vulvaires. Donc, et puis surtout, il faut être capable de les détecter, de les noter sur le compte-rendu. Si vous venez pour une douleur abdominale, on ne vous dira pas nécessairement que vous avez des varices pelviennes. Donc ça, les radiologues doivent détecter et voir un petit peu toutes ces choses-là. Le Doppler, ça marche très bien, mais encore une fois, ce n'est pas si facile parce qu'il y a peu de doppléristes qui savent bien analyser, bien rechercher ou que ça n'intéresse pas. C'est Philippe Lemal, qui s'intéresse beaucoup à ça, m'avait dit que c'est très difficile pour une patiente qui va chez son dopplériste, chez son angiologue, qui a l'habitude de faire des dopplers des jambes, à qui on va dire, voilà, je vais peut-être vous mettre une sonde endovaginale. C'est compliqué, c'est difficile. Quand il faut passer 10 minutes avec du gel sur la vulve pour mettre en évidence des points de fuite, c'est pas facile. Donc, tous les doppléristes, tous les angiologues ne le font pas nécessairement, on les comprend, mais ça marche très bien. Entre de bonnes mains, ça marche très bien. Nous, on a la chance de travailler avec les meilleurs de France. C'est génial. Ce qu'ils nous racontent, ce qu'ils nous apprennent, c'est génial.
L'IRM, donc ça, l'IRM, alors ça, c'est magnifique, hein, ça, c'est une super IRM, on voit tout le réseau infiltré. On n'a pas toujours ça. Ça, c'est un truc qui est fait, ça prend 20 minutes, c'est fait dans un CHU, rien que cette séquence-là. Nous, de manière globale, dans la médecine de ville, on n'a pas toujours ces images-là. On a des trucs un petit peu plus frustres, où on voit grosso modo l'utérus, une espèce de boule là, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas si c'est les troncs, on ne sait pas si c'est les trucs. Nous, ça nous parle, mais le radiologue, pour qui on dit endométriose, ça ne lui parlera pas forcément. Alors, la phlébo-pelvienne. La phlébo-pelvienne, ce n'est pas un examen de diagnostic. La phlébo-pelvienne, déjà, c'est bien sûr le gold standard. Ça doit être pratiqué par un opérateur formé et entraîné. Ça prend 45 minutes, toutes les veines doivent être testées. Ça n'est pas qu'un examen diagnostique, c'est le premier tran de l'expertise endovasculaire. C'est indissociable du traitement endovasculaire. C'est la première fois que nous, Benoît, moi, qui sommes spécialisés, on va évaluer le réseau de drainage veineux des patients. C'est absolument sans danger. Il n'y a aucune complication possible ou imaginable. Enfin, si c'est fait par des gens qui savent faire, moi, je n'ai jamais eu de problème, toi non plus. Je ne sais pas ce qui peut se passer, sauf si fait par des gens qui ne savent pas le faire. C'est très rapide, donc 30-45 minutes. C'est exhaustif et complet, on voit toutes les veines, on peut faire des doubles abords, on voit à droite, on voit à gauche. Il y a une notion dynamique, donc on voit le contraste, donc le sang s'écouler, et à ce moment-là, on sait exactement dans quel sens ça circule. Et ça, c'est hyper intéressant pour comprendre l'hémodynamique, qui est la base. La première partie, ce que je vous expliquais, c'est la base, c'est l'hémodynamique. La sensibilité, elle est proche de 100%. Voilà, une varice, c'est une varice. Ça ne peut rien être d'autre. Et la spécificité, c'est pareil. Quand on voit des paquets variceux au niveau périrectaux ou périvaginaux et que chez une patiente qui a un syndrome post-coïtal ou qui a des hémorroïdes invalidantes, on sait que c'est ça. Voilà, on ne se pose pas de questions. Et c'est très supérieur pour les petits territoires à la totalité des autres examens. Voilà. Donc, les deux meilleurs examens, je pense que c'est un Doppler entre de bonnes mains et la phlébo, sachant que ça se complète. Le Doppler ne va pas très bien dans le bassin, mais il fait très très bien en superficiel, des toutes petites veines sous-cutanées, périvulvaires de la racine de la cuisse. Et la phlébo-pelvienne va un peu moins bien dans ces petites veines-là qui sont souvent très fines, mais me voit bien avec la phlébo. On ne fait quasiment jamais de phlébographie pour rechercher les varices pelviennes, sauf des cas rares ou des contrôles. En fait, on ne fait la phlébo que quand on est sûr d'en trouver, quand on a vu la patiente en consulte et qu'on est sûr qu'on va en trouver, pour les décrire, les évaluer. Puis nous, on fait ça, on combine ça généralement en 2 temps, c'est-à-dire dans la même intervention, on fait la phlébo et après, boum, on va emboliser tout ce qui est responsable des symptômes de la patiente. Donc, la phlébo 2.0, comme on la pratique nous ici chez Uniteva, ce n'est pas que des images 2D avec soustraction, même si ici on voit qu'elles sont très jolies. On peut aussi faire des phlébos, j'espère que vous voyez tous la vidéo, des phlébos angio-rotationnels 3D, où on voit ici l'écoulement direct du flux, c'est magnifique, chez ces troubles hémodynamiques hautement complexes de cette patiente qui a un nutcracker mixte antérieur et postérieur sur une veine circumaortique. Donc là, on est exactement capable de savoir où va passer le sang, quel est le vaisseau qu'il faut qu'on stent ou qu'on angioplaste pour pouvoir sauver ce rein. Ça nous permet aussi après de faire des reconstructions 3D, donc toujours avec la même. Ça, quand on sait faire, c'est très simple, on l'utilise assez fréquemment. On fait des reconstructions tridimensionnelles. C'est comme un scanner qu'on a sur notre table hybride et qui nous permet de calculer la taille d'un stent, de voir exactement le calibre, de mettre en évidence, ici, tout le monde l'a vu bien sûr, sur cette veine antéro-aortique, ici une sténose, ici, là vous voyez la main, qui est un obstacle à l'écoulement du flux. Et ce patient-là qui a été staffé avec notre camarade Laurent Chiche à la Pitié-Salpêtrière, là, on a identifié la cible d'un traitement endovasculaire, d'une angioplastie, c'est ça qu'il faut faire. Alors, de temps en temps, c'est tout petit. On voit cette toute petite fuite obturatrice interne dans son rameau externe qui alimente ce paquet variceux vers la racine de la cuisse et qui alimente des varices vulvaires. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, une fois qu'on a fait la phlébo, comment on traite? Alors, là, tous ces troubles pelviens, c'est une pathologie qui est complète, mais qui est largement sous-estimée. On l'a vu.
c'est très variable, aussi bien sur les symptômes que les signes associés. Il y a une grande méfiance des correspondants et on les comprend parce qu'il y a beaucoup de radiologues qui ne savent pas opérer ou de radiologues interventionnels qui ne savent pas opérer, qui font n'importe quoi ou alors qui ne traitent pas bien. Ils ont vu une patiente qui s'est fait emboliser, qui est revenue, qui avait toujours aussi mal. C'est normal qu'ils soient méfiants, les correspondants. On ne leur a pas bien expliqué qu'est-ce que c'était, pourquoi c'était quelque chose qu'il fallait traiter. Il y a une méfiance des patients aussi, il y a de l'errance. Il y a des patientes qui ont vu un kiné, un ostéo, un gynéco, un uro, un médecin de la douleur, un magnétiseur, et qui vont nous dire chacun a son avis différent. Donc elles vont se dire attendez, je ne sais pas trop c'est quoi votre truc. Il y a 3 personnes qui m'ont dit que les varices pelviennes c'était normal et que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais, ce qui est parfois faux. Il n'y a pas de chirurgie externe des varices pelviennes et les réseaux experts sont très rares. À notre connaissance, il n'y en a pas beaucoup d'autres que nous ici en France. Et il y a la pluralité des intervenants, comme je viens de dire, qui est parfois contre-productive. Des fois, il y a un urologue qui va dire c'est une cystite interstitielle, c'est pas des varices pelviennes. Ou un neurologue qui va dire c'est un syndrome d'Alcock, c'est pas des varices pelviennes. Donc, il faut parfois mettre tout le monde d'accord, correspondre, et on en reparlera plus tard. Donc, est-ce qu'il faut traiter en fait ces varices pelviennes? Est-ce qu'il faut les traiter? Oui, il faut les traiter. Les bonnes, parce que c'est irréversible les varices, on l'a vu. Il y a une aggravation progressive avec le temps. Quand ça contamine les veines des membres inférieurs, il y a le risque d'insuffisance veineuse des membres inférieurs, le risque de thrombose veineuse profonde, le risque d'embolie pulmonaire, tout le monde sait que c'est grave. Il y a un retentissement fonctionnel qui est parfois majeur, qui est très handicapant, qui empêche de vivre les gens. Il y a l'impératif du traitement avant une phlébectomie. S'il y a des chirurgiens vasculaires qui sont parmi nous, ils savent qu'avant, on faisait des phlébectomies et puis au bout de 2 ans, ça revenait. Et puis, on les refaisait et elles revenaient. Nous, moi, j'ai des patientes qui ont eu 6 phlébectomies. Donc maintenant, ils savent que s'ils veulent traiter définitivement les jambes, il faut qu'on empêche les fuites au niveau du bassin. Et puis, les décompensations en cas de grossesse. Il y a des patientes qui ont des troubles, qui vont décompenser avant la grossesse, et ces troubles-là sont responsables. Il faut traiter avant les grossesses, c'est très important, et surtout traiter les symptômes qui sont polymorphes. Ça marche, oui, ça marche. 83% de guérison ou d'amélioration significative. Ça veut dire 83% de patientes qui sont guéries. Nous, ce que je disais, c'est qu'on a quasiment 100% de patientes qui ont une amélioration. Ça n'est pas toujours et malheureusement 100% parce qu'il y a des varices qui sont trop difficiles à avoir, il y a des nerfs qui ont été trop abîmés qu'on n'arrive jamais à récupérer, mais on a toujours une amélioration. Pareil pour les douleurs des jambes qui sont liées aux varices pelviennes, avant même le traitement de chirurgie, il y a 75% d'amélioration significative. Il y a des femmes qui ont parfois plus mal, plus du tout. Par contre, il faut quand même parfois les opérer, parfois, la plupart du temps, les opérer des jambes, parce que sinon, les varices des jambes évoluent pour leur propre compte. Donc, on leur explique, on leur dit, voilà, ça va vous soulager, mais il faudra quand même aller à la chirurgie après. Et nos correspondants chirurgiens vasculaires, on les aime beaucoup, ils savent très bien exactement comment ça marche. Alors, l'échec, est-ce que ça peut ne pas marcher, le traitement vasculaire? Oui, ça peut ne pas marcher. Donc, nous, on les suit sur à peu près 5 ans. Les récidives ont été identifiées, elles sont liées à 2 facteurs, en l'absence, bien sûr, d'une grossesse, en l'absence d'un événement hémodynamique comme une grossesse. C'est une embolisation incomplète, insuffisante. C'est l'absence de traitement des facteurs favorisants, c'est l'absence des connaissances précises des matériaux embolisants, c'est-à-dire des gens qui n'embolisent pas bien, ou l'absence des connaissances hémodynamiques d'anatomie veineuse pelvienne. Donc, en gros, si on travaille mal, oui, ça ne marche pas. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut une équipe expérimentée et experte. Si on traite une varice pelvienne, une varice latéro-utérine, qu'on a négligé un syndrome de vol ovarien au-dessus, ça ne guérira jamais. Si on traite des varices pelviennes, qu'il y a un syndrome de May-Turner qu'on n'a pas traité, ça ne guérira jamais. Si on oublie un territoire parce qu'on n'a pas l'habitude, qu'on se dit moi je traite que la veine ovarienne gauche et qu'on ne traite pas les veines génitales, les veines pudendales médiales, ça ne marchera jamais. Donc si c'est fait par des experts, ça marche. Si ça récidive, c'est que ce n'est pas fait par des experts. Après, nous aussi, des fois, on se plante, on peut oublier les veines, mais la plupart du temps, ça marche. Alors, quelles sont les bases un peu de traitement? C'est un traitement qui est que endovasculaire. Il y a beaucoup de techniques et de matériels qui peuvent être embolisés. Toutes les veines pathologiques doivent être traitées, car les varices, une fois qu'elles existent, elles évoluent pour leur propre compte. Les territoires drainants normaux doivent être respectés,
L'embolisation, comment ça marche? Elle arrête le flux, elle détruit les veines pathologiques. Alors, vous avez ici les varices, on met un microcathéter à l'intérieur, on libère un agent embolisant, on vous dira pourquoi, mais le mieux, c'est quand même de la colle. On enlève le microcathéter, la varice va se résorber, elle va shrinker en même temps que la colle et devenir un espèce de ligament fibreux dans lequel il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de douleur. C'est comme ça que ça marche. Donc, des fois, quand il faut y aller, il faut y aller. Tout ce que vous voyez en gris clair, c'est de la colle. Tout ce que vous voyez en noir foncé, c'est de la colle. Ben oui, il faut y aller, il faut détruire toutes les varices, c'est important. Si on laisse un paquet variqueux, la patiente, elle aura toujours mal. Alors, elle aura peut-être plus son syndrome postcoïtal si on a traité tout au niveau du vagin, mais elle aura peut-être encore des douleurs périmenstruelles. Des fois, c'est tout petit, comme ici, cette toute petite fuite. Voilà, juste quelques petits points de colle, on bouche la fuite vers la jambe, le chirurgien l'opère, elle est guérie. Alors, nous, on défend ici une stratégie, qui est la stratégie 100% biorésorbable. Je passe rapidement sur le choix du matériel, mais il y a plusieurs choix d'agents embolisants. Il y a les agents sclérosants. Ça marche très très bien pour les petites veines, les veines que nos amis angiologues sclérosent. Ça marche très bien. Mais chez nous, c'est à proscrire parce que les veines sont trop grosses et les flux sont beaucoup plus rapides. Et il peut y avoir des risques de dissémination systémique, c'est-à-dire de la mousse qui part dans les veines. Et si des patients qui ont des FOP, ça peut aller jusque dans les artères du cerveau. C'est peu efficace sur des veines qui font 20 mm. Vous imaginez bien, de la mousse, c'est peu efficace sur les veines qui font 20 mm. Et même quand on utilise les toxysclérols, par exemple, purs, ça ne marche pas très bien. Les coils, c'est utilisé, mais c'est beaucoup moins adapté à la pathologie veineuse. Un coil, c'est bien dans une artère, parce qu'on peut packer, faire un packing dense, mettre beaucoup de coils. Mais chez une veine, la paroi est souple, elle est très hautement inductive, donc ça ne marche pas très bien. Ça nécessite beaucoup de coils, une colonne importante de coils. Et il n'y a pas d'accès distal aux toutes petites varices qui sont parfois les plus parlantes, en fait. Des petites varices périclitoïdiennes, clitoridiennes, périvulvaires, avec des coils, vous n'allez pas les mettre sous la peau ou dans les veines des varices. Et puis il y a une recanalisation et ça reste à vie en fait. Les gens ont du métal à vie. Alors quand c'est une patiente de 50 ans, bon, c'est pas très grave parce que c'est des métaux inertes, mais quand c'est une patiente de 18 ans, c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a la persistance d'un effet de masse, comme je vais vous le montrer ici. Donc ici, on a des points de fuite pudendo-médian et obturateurs internes qui ont été bouchés avec des coils. C'est complètement reperméabilisé. Vous voyez le flux, on injecte, le flux qui passe à travers, c'est comme si rien n'avait été fait. Donc nous, on ne fait pas de colle. Ça, c'est un reflux rénovarique gauche avec une énorme veine qui fait 12 mm. On aura beau mettre, et c'est pas mal fait, il y a eu tout ça de métal à l'intérieur de la veine de cette pauvre dame, ça n'a pas marché. La veine est encore perméable, on la voit quand on injecte. Ici, le truc noir que vous voyez, c'est la veine ovarienne qui est toujours perméable. Alors, elle est un peu moins grosse, je suis d'accord, mais elle va quand même alimenter des varices. Et les varices évoluant pour leur propre compte, elles vont toujours avoir du sang, elles vont toujours stagner, elles vont toujours faire mal. Il y a un autre truc qui vient d'arriver un petit peu, c'est l'onyx. C'est un matériel que moi j'ai beaucoup utilisé, toi aussi Benoît, en neuro-interventionnel, dans le cerveau, un matériel qui a permis de résoudre beaucoup de problèmes à l'intérieur du cerveau. C'est un polymère de plastique en fait qui est mélangé avec un solvant et avec de la poudre de tantale, qui est une terre rare qui permet que ce soit radio-opaque. Alors c'est non résorbable. Ça ne disparaît pas, ça reste à vie dans le corps. Ça prend pas mal de temps pour emboliser parce que ça se diffuse beaucoup plus lentement que la colle. Il y a beaucoup d'artefacts au niveau du TDM, c'est lié à la poudre de tantale. C'est ce que vous voyez ici au niveau du cerveau. Donc toutes les étoiles, là, ceux qui font un peu d'imagerie parmi nous reconnaissent les artefacts métalliques. C'est très cher, en théorie, il n'y a pas de cotation, c'est utilisé que dans les malformations artério-veineuses périphériques, mais pas forcément les varices pelviennes. Donc ça, c'est un petit peu un statu quo, donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais c'est plus facile, a priori, à utiliser que la colle, donc c'est très séduisant pour des gens qui ne savent pas faire. C'est très séduisant, alors, toute proportion gardée, il y a des gens qui savent faire et qui utilisent de l'onyx, je n'ai pas dit ça. Mais les laboratoires vont dire, oui, l'onyx, c'est facile, tu verras, fais-le, tu peux le faire, tiens, regarde, je te montre comment ça fait, ça marche très très bien. Voilà. C'est très séduisant, c'est plus facile, mais ça peut être dangereux. Et il y a un impact important sur la fécondité qu'on ne connaît pas. Quand on a une veine ovarienne ou génitale qui est remplie de plastique fondu et que tout autour de l'utérus, on ne sait pas si la patiente, elle peut
avoir une grossesse. On ne sait pas comment ça se passe. Moi, je n'en fais pas, donc je ne sais pas, mais je questionne les gens qui en font. Ils me disent que c'est bon, mais je n'ai pas la preuve, donc je suis sceptique. Et surtout, ça ne marche pas forcément bien, parce que quand on embolise un reflux rénovarique, ça marche. Mais vous voyez, ici, en gris foncé, c'est un Célonix. Cette patiente-là, elle avait quand même un énorme paquet variceux persistant parce que ça n'avait pas été suffisamment embolisé. Donc ces questions-là, il faut y répondre. L'onyx, d'accord, mais fécondité, la tolérance. Et qu'est-ce que faire si la patiente, à 40 ans, elle a un kyste ovarien ou un cancer de l'utérus? Si elle a des artefacts métalliques plein de bassins, on ne pourra pas lui faire d'IRM, on ne pourra pas lui faire de scanner. Donc moi, je proscris. Benoît et moi, on prescrit l'onyx. Alors la colle, c'est pour nous le gold standard. C'est émulsionné avec du dithiodol, c'est excellent dans les paquets, chez les varices pelviennes. On peut travailler la dilution, la pénétration, on mélange ça avec du dithiodol avec un agent de contraste. On a un recul scientifique qui est très important, on a plein de papiers qui montrent qu'il n'y a pas de gêne sur la fécondité. C'est bon marché. Les récidives sont exceptionnelles, c'est abrasif, donc ça détruit les veines, et c'est 100% biorésorbable, ça disparaît en 6 mois. Mais par contre, ça nécessite une expertise, une longue période d'apprentissage qui fait que c'est un peu négligé par certains qui veulent aller vite. C'est la même patiente, ici septembre 2019, ici mai 2021, une grosse embolisation variqueuse latéro-utérine à la colle, donc 1 an et demi, 2 ans après, plus rien. Donc c'est 100% biorésorbable, les veines partent avec. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je prends quelques minutes pour finir, si vous voulez bien, sur l'intérêt du réseau de soins experts dans ces pathologies complexes. Ces pathologies sont complexes, négligées, mal informées, prises en charge par des gens qui ne savent pas faire. Voilà, c'est pas grave, on leur en veut pas, c'est pas cette question-là, mais c'est juste qu'il faut orienter les patientes vers les experts. Et le plus souvent, les patientes et leurs médecins et leurs soignants sont un peu en errance. Et ils essayent plein de spécialistes qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément percuté sur l'impact, et c'est très handicapant. Pour que la patiente puisse arriver à son traitement qui va la guérir, il faut que tout souffle dans le même sens. Il faut que la pathologie, que la physiopathologie, que les douleurs, le diagnostic positif et que le médecin oriente, il faut que tout ça arrive dans le même sens pour que la patiente, pour que tous les vents soient dans le bon sens, que l'alignement des planètes soit résolu pour que la patiente arrive à son traitement qui va la guérir. Et ça, c'est pas souhaitable en fait. On peut pas dire qu'on va soigner des patientes comme ça, on ne peut pas dire qu'on va s'occuper d'eux correctement comme ça, en cherchant sur Internet, après 4 ans, 10 ans de tous les spécialistes. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire. Donc, nous, notre stratégie, c'est de proposer, comme c'est une pathologie polymorphe, complexe, transversale, souvent négligée avec ses impacts fonctionnels majeurs et ses errances médicales, c'est de proposer un réseau de soins experts avec de l'échange, avec du suivi, avec de la vérification, de la formation. C'est-à-dire que nous, on forme des gens, on discute avec on échange énormément avec nos correspondants, on fait des comptes rendus de 3 pages, on fait des flébos d'1 heure et demie, on s'adresse des patients et on a confiance en nous. Moi, mes correspondants doppléristes qui font du scanner, je leur compte rendu, je n'ai même pas besoin de regarder les images. Je sais qu'ils ont raison et qu'ils travaillent bien. Donc l'idée, c'est de remettre la patiente au centre du réseau expert et que tout le monde puisse collaborer, échanger, sans qu'il y ait un lien de latéralité ou de verticalité, mais que ce soit plutôt quelque chose de circulaire. C'est ce qu'on propose dans notre réseau. Ce réseau-là, on l'a appelé Mika Greiner, qui est celle qui a inventé le traitement de ces maladies-là, qui nous a formés, Benoît et moi, qui n'opère plus aujourd'hui, mais qui travaille toujours avec nous. On lui a donné, avec bien sûr son accord, le nom, parce qu'elle a passé sa vie à opérer des femmes désespérées et à former des gens pour qu'on puisse les opérer correctement.
Donc, on a 4 sites d'opération. On a une RCP pour tout ce qui est cas complexe, nutcracker, vol ovarien, avec le professeur Laurent Chiche à la Pitié-Salpêtrière, qui opère par voie célioscopique quand nous, on opère par voie endovasculaire. On a des référents géologues, le docteur Dadon, le docteur Lemal et d'autres. On a un référent TDM, le docteur Toledano à la clinique Lila. On a un centre antidouleur, le docteur Gréco à l'hôpital Necker. Nous, ce qu'on propose, voilà, c'est 100% de colle biologique résorbable, une expertise qui est importante, des formations, des publications scientifiques, des partenaires dans toute la France et dans l'Europe francophone, parce qu'on nous envoie en fait des patients de toute la France et dans toute l'Europe francophone. À ma consultation tout à l'heure, j'avais 2 patients qui venaient de Corse. L'idée, c'est, comme vous le voyez sur ce petit tableau que vous connaissez peut-être de Matisse, qui s'appelle la danse, c'est qu'en fait, tout le monde est utile. Les angiologues, les sages-femmes, les gynécologues, les médecins vasculaires, les chirurgiens vasculaires, les radiologues vasculaires, les kinés, les infirmières, j'en ai probablement oublié, il ne faut pas qu'ils m'en veulent, les manip radio, les psychologues, tous ces gens-là doivent intégrer des réseaux, le nôtre ou d'autres, à partir du moment où il y en a, peu importe, pour mener à bien le traitement de ces patients. C'est très important. Je vous remercie beaucoup, on vous remercie beaucoup d'avoir été attentifs. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes techniques. Benoît et moi, on est passionnés, on est hyper disponibles. Vous avez nos mails, vous nous contactez, il n'y a aucun problème.